J'avais envie de, à mon échelle, avoir un impact sur les femmes, d'aider les femmes. J'avais envie de pouvoir faire avancer les choses. Moi, là-bas, je suis une personne créative. Je me suis jamais dit initialement, voilà, je vais faire une marque éco-responsable, et ça a coulé de source. Ça donne un sens incroyable à ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup des matières et c'est un enjeu fondamental. Il faut recycler, bien évidemment, pour lutter contre ce gaspillage industriel textile. Mais on parle un peu moins des hommes, je trouve. Et nous, c'est vraiment cette balance sur ces deux sujets-là qui sont tout autant fondamentaux l'un que l'autre. C'est con, on parle de vêtements, donc si t'as envie d'une robe rouge, je sais pas, avec des volants drapés, etc., tu peux la chercher pendant 15 jours, le temps de la trouver. T'as pas besoin d'en acheter une que tu trouves directement, qui est neuve, tu vois. Aujourd'hui, je pense que toutes les marques qui vont se créer ont un devoir moral de faire de leur mieux, ou en tout cas avec un engagement. La clé essentielle du féminisme, je pense, c'est la notion de sororité. Et ça, je l'ai beaucoup développé dans mon travail, avec les femmes avec lesquelles je travaille, mes clientes essentiellement. Et en tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je suis rentrée dans ce métier. Quand j'ai eu des bébés, je me disais, mais c'est quand même dingue, on leur met du benzène sur la peau, quoi. Et donc je me suis dit, tiens, si un jour je devais faire quelque chose, je ferais des vêtements où il n'y a pas de produits, dans lesquels il n'y a pas de produits chimiques pour les bébés. C'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Une discussion avec des femmes entrepreneurs, stylistes, créatrices, mannequins, des femmes bien décidées à se battre pour faire bouger les lignes de l'industrie textile. Parce qu'elles connaissent les impacts négatifs de la mode sur nos vies et sur l'environnement, ces femmes ont choisi une production humaine, transparente et moins polluante pour notre planète. Je suis Chloé Cohen et chaque mercredi, je dresse le portrait de ces femmes engagées. Et cette semaine, on prend la direction de la Rive Droite, à Paris. Bonjour Aurélie et Yasmine, je suis très heureuse de vous recevoir sur le podcast. Et alors, donc vous êtes les créatrices de Rive Droite. Avec Rive Droite, vous faites de l'upcycling notamment, car vous êtes partie d'un constat que 13 millions de tonnes de textiles sont jetées chaque année dans le monde et que seulement 2 millions sont recyclés. Donc les chiffres sont assez édifiants quand même. Du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette démarche d'upcycling, comment ça se passe concrètement, ce que ça veut dire? Alors bonjour Chloé. Donc l'upcycling, en fait, oui, effectivement, c'est un mot qui a l'air un petit peu obscur. C'est le choix qu'on a fait dans le grand monde du durable. On peut faire plein de choses et tout est bien. Le bio, le local, la réinsertion, tout ce qu'on peut faire est bien. Nous, c'est vrai qu'on est parti de ce chiffre qui nous a choqués. Aujourd'hui, on est dans un monde où on veut produire pas cher, et pour produire pas cher, on produit beaucoup, sans se soucier de est-ce que c'est pas trop et qu'est-ce qu'on fait de ce qui est pas utilisé. Donc aujourd'hui, effectivement, sur ces millions de tonnes ces 60 millions de tonnes qui sont produites, 13 millions sont jetées avant d'avoir été touchées, transformées, coupées. Ah oui. Donc c'est monstrueux. Ouais. Donc c'est le cas, c'est de ce constat-là qu'on est parti. Aujourd'hui, on ne sait pas recycler la plupart des matières. Alors je tiens à le dire, parce que c'est un combat personnel, ce n'est pas vrai. À partir du moment où il y a 1% d'élastane dans une matière, on ne sait pas la recycler. Donc c'est important de le savoir, et c'est pour ça qu'on est parti de là. On s'est dit, on est dans une situation où ces matières existent. La plupart du temps, elles sont de super bonne qualité. Ce sont des belles matières, et nous, on aime la matière. On a quand même ce respect de la matière, comme d'autres pour avoir le respect de la terre ou du produit, pour un chef en cuisine par exemple. Donc on est parti de là. Donc c'est vrai que du coup on a inversé le process créatif. On part de ce qui existe, on part de la matière, et à partir de là on a des idées pour des nouveaux produits ou des collections. Okay. Ouais, c'est ça la différence fondamentale de ce qu'on appelle l'éco-conception. D'ailleurs, c'est vraiment un processus créatif qui est à l'inverse de ce ce qui est la norme de l'industrie jusqu'à présent. C'est-à-dire que normalement, on part d'une envie d'un designer, de tendances, d'objectifs de chiffre d'affaires, et ensuite on met en œuvre toute une production de matière, etc. Nous, c'est vrai qu'on l'a fait à l'inverse. On a regardé ce qui existait et ensuite on s'est dit, ok, à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on a envie de faire, et on se rend compte qu'on peut faire plein de choses. C'est juste que la démarche est un petit peu inversée et différente. Donc c'est un exercice de style un petit peu particulier, mais très cool. Elles sont engagées, elles sont féministes, elles ont créé la marque d'accessoires Rive Droite, un hommage au Paris qu'elles aiment.
Création responsable, matières écologiques, leur démarche est vraiment globale. Elles font en sorte d'avoir un impact positif sur les vies de celles et ceux qui confectionnent leurs sacs et elles font tout pour polluer le moins possible. Elles sont en quête de transparence et de production raisonnée. Aurélie Jansem et Yasmine Oquier sont mes invitées. Comment vous trouvez vos matières comment ça se passe pour les dénicher aussi? J'imagine qu'il faut avoir l'œil aussi. Ouais. Pour c'est un très très gros boulot qu'a fait Sophia, notre troisième associée, au Maroc, à Casablanca, où Yasmine et Sophia vivent. En fait, elle a beaucoup travaillé pour identifier des zones de sourcing de matières dans la région, parce que l'enjeu c'était vraiment d'être en circuit court proche de Casablanca. Et donc voilà, donc elle a identifié pour le denim les chutes industrielles à acheter dans des usines de convection de jeans, les zones où on pouvait recycler le coton et les fins de stock de l'industrie textile pour les doublures. C'est vraiment ce boulot-là qu'elle a fait avec Yasmine. Ok, parce que c'est ça, vous avez 3 grosses matières principales, quoi. Le denim, les chutes de jeans, le recyclé, le coton recyclé et les rouleaux qui sont pas utilisés. Ok. Et alors pour parler aussi de ceux qui confectionnent du coup vos produits, vous les appelez les dudes sur votre site internet. Je trouvais ça hyper sympa. Donc c'est la contraction de durable, désirable, mais aussi le dude, en anglais le pote, quelqu'un de sympa. Et donc ça désigne vos couturiers et couturières. Et alors est-ce que donc ils vivent au Maroc, parce que tu expliquais c'est un circuit court. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, nous expliquer qui ils sont, qui elles sont, comment ça se passe concrètement, comment vous les avez trouvés aussi? Alors oui, effectivement, dans le projet, on est parti au départ effectivement des matières et de la production, mais on a voulu aller plus loin. On voulait faire du fair trade, ce qu'on appelle du fair trade, mais on voulait surtout pas faire de charité et surtout pas faire de misérabilisme. Parce qu'on est féministe, mais on est aussi partisane d'un rééquilibrage sud-nord. Et il y a des grands talents dans le sud, il y a des gens qui sont formidables et qui ont besoin de retrouver une fierté. Et c'est là-dessus qu'on a travaillé. En fait, pour expliquer un petit peu le contexte, au Maroc, c'est un grand pays de production, de confection, donc tout le monde est couturier au Maroc. Mais la délocalisation en Asie, de la production vers l'Asie, il y a une quinzaine d'années, a été très très violente. C'est-à-dire qu'en un an, les usines ont fermé. Ça a été très difficile, mais les talents sont encore là. Les savoir-faire sont là, d'ailleurs les usines sont encore là. Et dans le cas précis de Casablanca, c'est une ville qui est en plein boom économique, donc c'est sympa. Donc, moi qui y vis, j'en suis ravie. Maintenant, la plupart des gens qui vivaient dans la ville ont été expropriés, logés de façon très correcte, mais très loin des villes. Dans les pays émergents, et le Maroc ne fait pas exception, la mobilité est une vraie question. On peut mettre 4, 5 à 6 heures par jour à se rendre sur son lieu de travail. Ouais. Et dans le cas des ouvriers, du coup, ça les empêche concrètement d'aller travailler. Donc en fait, on a pris ces hommes, c'est beaucoup des hommes, on essaie d'avoir des femmes, mais dans le monde de la maroquinerie, ce grand monde de la maroquinerie, c'est beaucoup des hommes traditionnellement. Donc on a trouvé ces hommes, donc pour répondre à ta question, par cooptation. Okay. Voilà, le copain du copain nous ramène le copain. Et en fait, ce qu'on veut nous, c'est leur rendre leur dignité et leur remettre leur savoir-faire et leur expérience au cœur du projet. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé la chaîne de production au niveau du montage. Traditionnellement dans la mode, parce que nos sacs sont en tissu, donc c'est des techniques mode, le plus important c'est la coupe. Parce que la coupe permet d'avoir une uniformité de produits. On ne fait pas des produits artisanaux. Nous, on va avoir des produits qui soient conformes et qui soient tous identiques et qui aient des standards de qualité d'un produit conventionnel. On ne fait pas un produit de charité. Donc, on le coupe en interne. Et ensuite, les morceaux qui sont coupés demandent à être montés. Et pour simplifier la vie de nos dudes, on leur livre ces morceaux à monter, pour être clair. Pour faire ça, on les finance, on les forme et on les aide à monter leur petite structure. Ce qui est totalement contre-culturel dans certains pays émergents, et le Maroc aussi en fait partie, c'est qu'on leur dit mais vous pouvez être entrepreneur en fait. C'est-à-dire que nous on va vous payer à la pièce qu'on payait avant des ateliers par exemple, et on va tout faire pour vous. Parce qu'il faut savoir que c'est des gens qui sont illettrés. Donc on fait leur comptabilité, on s'occupe de tout pour eux, mais en revanche on les traite d'égal à égal, d'où le dude. Voilà, c'est pas nos employés, c'est des gens qui sont indépendants, qui maintenant gagnent très bien leur vie,
Le SMIC au Maroc est autour de 250 € et il a certains de nos jutes qui gagnent plus de 1 200 € par mois. Et c'est devenu de petits patrons qui font des projets. On leur donne 1 an de visibilité de chiffre d'affaires. On leur dit développe-toi, fais des projets. Voilà, c'est des gens qui n'étaient pas bancarisés. Ils ouvrent des comptes en banque. C'est nouveau pour eux. Alors c'est vrai que nous, les féministes, on a eu des moments. Ils nous font beaucoup pleurer. On a eu des moments un petit peu ricorés d'un de nos dudes qui nous dit je devais marier ma fille parce que j'avais pas les moyens à 16 ans. Grâce à vous, elle va rester 1 an de plus à l'école. Donc, voilà. Là, on a eu envie de Non, mais après, c'est vrai que ces histoires-là, ça paraît anecdotique, mais au quotidien, dans la réalité de notre business, ça donne un sens incroyable à ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup des matières, et c'est un enjeu fondamental. On a parlé des chiffres tout à l'heure. Il faut recycler, upcycler, bien évidemment, pour lutter contre ce gaspillage industriel textile. Mais on parle un peu moins des hommes, je trouve. Et nous, c'est vraiment cette balance sur ces 2 sujets-là qui sont tout autant fondamentaux l'un que l'autre. Et quand on a des histoires pareilles, on se dit, on sait pourquoi on se lève le matin, quoi. C'est assez fascinant. Et surtout, on ne fait, entre guillemets, que les impulser par rapport à ce qu'ils savent déjà faire eux. Ce sont des couturiers d'expérience qui ont beaucoup de talent. Nous, on ne fait que les remettre on track, en fait. Et c'est vraiment cette notion américaine d'empowerment par le boulot qu'on a essayé d'appliquer ou post-rationaliser, parce qu'au début, on n'était pas trop là-dedans. Mais donc, ça, c'est un truc qui nous tient hyper à cœur. Ok. Et je crois que vous avez aussi votre propre atelier de confection à Casablanca ou... Alors, on a un atelier qui est un peu la maison du bonheur. On est effectivement dans un quartier de production, enfin un des rares quartiers de production à l'intérieur de Casa. Alors, c'est pas un atelier de confection, c'est un atelier dans lequel on crée les modèles. Donc, on a la chance d'être associé à une styliste, Sophia, parce qu'Aurélie et moi serions bien incapables de dessiner un sac. Il serait pas très beau. Il serait pas vendable, quoi. On pourrait faire. Voilà. Sophia, elle essaie, donc c'est bien. C'est très bien. C'est pratique. C'est ça. Et on a aussi Saïd, notre modéliste, qui est avec nous depuis le début. Donc, au début, on était à 3 dans un petit bureau, et qui nous permet de créer les modèles. Donc, Sophia a une vision très empirique des choses. Donc, quand elle a une idée, on fait des prototypes, on essaye, on monte. On regarde, on les porte, on corrige, on se parle, on corrige, on et essaie, puis voilà. Donc ça, c'est un endroit dans lequel on crée les modèles, dans lequel aussi on a maintenant notre petite équipe, parce que on a besoin de monde, hein, on a grandi, donc pour travailler de la supply chain, le marketing, le développement commercial, toutes ces choses importantes pour une boîte aussi. Et donc, dans cet endroit, il y a également notre staff en interne. C'est-à-dire qu'en fait, je vous parlais de la chaîne de confection. Quand on achète les matières, d'abord, on les stocke parce qu'il y a des coûts d'opportunité aussi. Parfois, on voit un imprimé qu'on adore, on saute dessus, littéralement. On l'achète en se disant, on verra bien, on adore, on l'achète. On le veut, on le garde. Ensuite, il faut couper. Parce que notamment vous parliez des doublures. Les doublures parfois c'est des dead stock, ce qu'on appelle des non utilisés. Parfois c'est des rouleaux à défaut. Donc quand on parle de défaut sur un rouleau de 250 mètres, parfois il y a 1 mètre de défaut. Vraiment, on le voit tous les jours. Donc on coupe ce 1 mètre à défaut. Effectivement. Ouais, ça demande un peu plus de boulot, quoi. Mais bon, ça vaut le coup de sauver. Voilà. Ça vaut le coup de sauver 249 mètres de tissu pour 1 mètre de petit couac. Ouais. Voilà, donc en fait, on assure la coupe. Dans le cas du coton recyclé qu'on tisse nous-mêmes maintenant et du denim, ça part en traitement. Donc le denim est délavé à la pierre, je précise, sans produits chimiques, et le coton est teint. Donc ça c'est chez des sous-traitants dont c'est le métier. Et ensuite la coupe est en interne chez nous à l'atelier. Les produits partent pour être montés chez nos dudes. Et quand ils reviennent, on fait le contrôle qualité et l'emballage dans des pochettes en coton réutilisables. D'accord. C'est hyper intéressant de voir toute la chaîne de production et puis bien expliqué. Et alors, vous avez une démarche hyper globale. Enfin, vraiment sur toute la chaîne de production, faites attention, c'est ça qui est hyper chouette. Et j'ai lu aussi, mais vous allez me corriger si je me trompe, vos tissus sont teints avec des pigments certifiés GOTS, c'est ça ? Alors, c'est pas vraiment les pigments qui sont certifiés GOTS, c'est les process. Ok. En fait, on maîtrise toute la chaîne. Maintenant, il y a des choses qui sont un métier et qui nécessitent des grosses machines quand même. C'est le délavage du denim et la teinture du coton. Notre coton, il a un côté un peu magique. Si je peux expliquer en deux avec secondes plaisir. comment c'est fait.
Quand la balle de coton est produite, alors la balle de coton est produite dans notre cas au Bénin, au Mali, au Burkina Faso, donc le plus proche possible de l'Europe. C'est pas du coton indien, je précise. Il n'a pas parcouru la moitié de la planète. Quand la balle de coton est effilochée, c'est comme des grosses dents industrielles en fait, pour créer le coton qu'on connaît, qui est blanchi, qui est traité, qui a un côté parfait. Des fibres retombent dans les bacs. Et pour nous, ils sont refilés, c'est-à-dire qu'on en refait du fil, donc un fil qui est assez brut, et il est tissé. Donc là maintenant, on est en train de tisser nous-mêmes. On est en train de raviver un tisserand qui avait fermé. Donc là, c'est notre projet de ces derniers mois qui nous rend extrêmement heureuse. Et donc on a cette matière qui est un peu brute, un petit peu imparfaite. On voit encore les aspérités de la fleur de coton. Et d'ailleurs, on l'utilise pour nos étiquettes. Comme ça, nos clients voient quelle est la matière brute. Et cette matière, elle doit être teinte. Donc, elle a une couleur un peu blanc cassé, un peu la couleur du coton brut, quoi. Et les usines avec lesquelles on travaille sont effectivement des usines. Le Maroc travaille très bien. On fait un peu la promotion du Morocco. Le Maroc travaille très bien. Donc, ils ont des process qui sont ISO, qui sont GOTS, qui respectent au maximum les normes européennes. D'abord, ce qui est un accord de libre-échange, donc ce qui est produit au Maroc doit respecter les normes européennes. Donc, sinon, ça rentre pas sur le marché européen. Ça ne rentre européen. pas puisque c'est un libre-échange. C'est un marché ouvert. Donc, effectivement, les usines sont ISO et sont GOTS. Donc, GOTS, c'est un processus de pigmentation avec le plus de pigments naturels. Ce ne sont pas des pigments naturels parce qu'aujourd'hui, il y a des marques qui le font. Les pigments entièrement naturels, c'est très compliqué. C'est très compliqué à maîtriser et c'est pas stable. Ouais, c'est pas stable. Ça se délave, ça tient pas. On a essayé. Je vous le dis. Vous avez fait des tests. Mais quand tu produis à grosse échelle, tu peux pas. Bien sûr qu'on a essayé en disant, nos pigments, c'est standard de l'industrie et ça va pas au bout. C'est pas raccord avec le process global. Bon, on s'est un peu flagellé et puis après on s'est dit calmons-nous. L'enjeu de départ pour la marque, c'est de dire, nous on veut créer des produits qui soient désirables avant tout et qui soient d'une qualité irréprochable. Donc ensuite on s'est beaucoup renseigné et en fait les marques les plus engagées, comme la teinture végétale n'est pas encore opérationnelle d'un point de vue industriel, utilisent ce type de pigment. Donc c'est pas encore parfait et on aimerait s'améliorer là-dessus, mais c'est pas nous à notre niveau qui allons développer ça en tout cas. C'est sûr. Donc il faut qu'on attende que les process évoluent un petit peu sur ce sujet-là, quoi. Ouais. Et ça fait partie des réflexions qu'on a dans notre démarche de transparence en disant, bien sûr, nous, on n'est pas une marque parfaite et on n'a pas prétention à le dire, loin de là. En revanche, on est dans un chemin, dans un cheminement, plutôt dans une démarche. On dit, sur les matières, on est plutôt pas mal à date et on a encore plein de projets pour se diversifier et encore tisser de nouvelles choses, donc ça c'est canon. Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas parfait. Par exemple, nos zips on les achète, c'est pas de l'upcycling. Néanmoins, on est obligé d'avoir des produits de qualité, donc on travaille avec le leader mondial du zip, qui est un manufacturier japonais. Donc voilà, ce sont des petites choses comme ça, mais qui nous donne envie aussi de progresser, quoi. Donc on se tient au courant de tout ce qui peut se passer à ce niveau-là, sur le développement de nouvelles techniques. Ok, c'est bien parce que c'était la prochaine question. Je voulais c'est très bien parce que je voulais vous demander justement ce qu'il y avait, parce que vous le dites, vous êtes hyper transparente et aujourd'hui, quelles sont les priorités un peu à améliorer. Donc, je sais pas s'il y a, vous avez typiquement, la teinture, c'est un des sujets sur lequel on travaille. On est plutôt passif là-dessus parce que encore une fois, c'est pas nous qui allons développer. On a vraiment 400 chantiers sur le feu, donc celui-ci n'est pas la priorité pour nous pour le moment. Donc il y a ça. On sait que le délavage, même si notre délavage il est fait sans produits chimiques avec des pierres de délavage, c'est quand même un processus qui est très très consommateur d'eau. Néanmoins, nos usines avec lesquelles on travaille, elles le font en circuit fermé, c'est-à-dire qu'elles réutilisent l'eau. Donc elles remettent l'eau qui a été utilisée pour le précédent délavage dans le circuit pour délaver la suite. Donc c'est pas parfait, on sait, un jean ça utilise beaucoup d'eau pour être délavé, néanmoins oui, il y a quand même des process. Faites au mieux, quoi. Voilà, et puis c'est des process de bon sens en fait au Maroc qui sont là, qui ont pas été faits pour nous en nous disant elles sont hystériques de l'éco-conception donc on va leur faire plaisir, pas du tout. C'est dans leur process à eux. Parce que l'eau est une denrée rare et qu'il faut l'économiser en vrai. En fait, c'est une bonne logique. Enfin, c'est une bonne c'est ça, c'est une logique de bon sens qui est utilisée.
Pareil, nos pochettes en coton dans lesquelles nous on n'emballe pas avec du plastique. On est une marque no plastique. D'ailleurs, on se moquait de nous. On a fait un salon, un pop-up Instagram début juillet à Paris, et donc on a stuffé nos produits pour leur donner une jolie tenue pour le display avec du plastique, et les gens viennent me voir, me disent mais c'est du plastique. Alors je rectifie, ce rouleau nous l'avons acheté en 2016 pour notre premier salon, et en fait à chaque fin de salon, quand tout le monde se trace vite pour rentrer chez soi, nous on prend nos sacs, nos bouts de plastique, on les plie, on les remet dans le sac pour les utiliser pour le prochain salon. Donc oui, c'est vrai, c'est du plastique parce qu'on n'a pas trouvé la matière de ouf pour stuffer nos produits de façon écolo. Mais au moins on c'est le même depuis ouais, et on s'embête vraiment parce que je vous assure qu'une fois qu'on a fait un gros salon, on n'a vraiment pas envie de ranger les feuilles de plastique. Mais bon, enfin bon, voilà. C'est pour dire que voilà, bien sûr, on n'est pas parfaite, et honnêtement, on connaît pas de marque qu'il est. Un de nos modèles sur le sujet, c'est Veja, qui a un discours hyper transparent aussi, et qui ont les mêmes réflexions. Donc c'est hyper intéressant. Au contraire, même d'échanger là-dessus, en disant on n'est pas parfait là-dessus, qu'est-ce qui existe. Ah, j'ai vu que cette marque a fait ça, on peut pas réfléchir. Enfin, c'est ça aussi qui peut être intéressant d'échanger pour s'améliorer, quoi. Et on le sent, donc vous avez toutes les deux un très très fort engagement, donc j'imagine toutes les trois, puisque vous êtes trois sur la marque. D'où vient cet engagement pour chacune d'entre vous? Est-ce que vous savez si c'est quelque chose qui est né avec le temps, c'est quelque chose qu'on vous a inculqué plus jeune, puisqu'il est quand même très très fort et très présent, donc je me demandais si c'était d'où ça venait. Alors, dans mon cas, ça vient d'aussi longtemps que je me souvienne. Il y avait une grande blague dans ma famille quand on me demandait toute petite ce que je voulais faire plus tard. Je répondais secrétaire générale de l'ONU, ce qui faisait beaucoup rire les adultes autour de moi. Oui, moi j'ai toujours été révoltée depuis toute petite. Et je pense que Sophia, qui est donc ma sœur, l'était un peu moins, mais Sophia est ce qu'on appelle en anglais un free spirit, c'est-à-dire que vraiment elle aime pas les règles pour les règles, et ce qui peut être changé, ce qui est possible de changer, on veut le changer. Donc c'est certainement notre maman qui est aussi un peu comme ça, qui nous a élevés là-dedans, et on partage, je pense. Ouais, ces mêmes valeurs. Moi, c'est un cheminement plus. C'est, moi, je suis amie avec Yasmine depuis très longtemps, donc j'avoue que être à ses côtés m'a aussi fait changer mon état d'esprit. Et c'est un long cheminement d'être attentif aux enjeux du monde dans lequel on vit, très clairement. Un cheminement de se dire, on a bossé pendant plus de 10 ans dans des grosses boîtes, et au quotidien, quel est moi l'impact que j'ai sur le monde dans lequel je vis. Moi, à titre personnel, c'était vraiment ça, c'est de me dire qu'est-ce que je fais dans ma vie qui a un sens profond pour moi et qui peut contribuer à changer les choses. Moi, je me suis toujours dit, j'admire énormément les chirurgiens cardiaques qui sauvent les enfants. Enfin, c'est vraiment des personnages qui me fascinent. Je me dis, leur métier est absolument fascinant et incroyable. Ils ont un impact sur la vie des gens. C'est quand même ouf. Bon, moi, j'avais pas ça dans mon métier parce que je faisais du CRM pour des grandes maisons de la beauté, donc c'était moins powerful, on va dire. Et donc, j'avais vraiment envie de mettre du sens dans mon quotidien, et ça, pour le coup, dans mon boulot, dans mes expériences précédentes, ça a toujours été un point dans mes évals de fin d'année. Je me souviens, on me disait, bon là c'est super, mais en revanche là t'as pas trop adhéré, donc tu l'as pas très bien fait. Bah ouais, en fait si j'adhère pas, j'arrive pas, quoi. Et il y avait une dichotomie selon les projets entre mes valeurs perso et les contraintes du boulot. Donc du coup, quand l'opportunité de se lancer est venue, je me suis dit c'est ça l'opportunité de réconcilier en fait mon envie de sens avec mon boulot. Et voilà, donc ça c'est le meilleur choix que j'ai pu faire moi de mon côté. Et à quel moment vous avez pris conscience un peu des dérives de la mode, vraiment spécifiquement sur l'industrie de la mode, qu'elle pouvait être polluante, que voilà, ça respectait pas les droits de l'homme. Moi, c'est clairement quand on a commencé à travailler notre business plan. Honnêtement, si on est honnête, avant je me disais pas, oh là là, cette industrie catastrophique, c'est terrible, en le voyant. Mais ça, pour être tout à fait honnête, ça me touchait pas comme ça pouvait me toucher sur l'alimentation ou la beauté, par exemple. Et quand on a commencé à travailler, qu'on a sorti Séchi, je me suis dit, oh là là, quelle catastrophe. En parallèle, j'étais pas non plus une addict de la fast fashion. Moi, j'ai toujours toujours préféré acheter des très jolies choses que je garde. D'ailleurs, des fois, on me dit, oh là là, c'est bon, tu les as depuis hyper longtemps. Ouais, mais je les adore trop, quoi. Donc j'ai un style assez intemporel aussi, donc ça peut aider, mais donc voilà, moi c'est plutôt quand on a vraiment travaillé tout ça, on a creusé le sujet, là je me suis rendu compte des dégâts que ça pouvait faire,
Et c'est ça qui est hyper intéressant d'ailleurs, de se dire que, ok, bon, le constat, il est dramatique, fine. Bon, si on s'arrête là, on peut sauter par la fenêtre et on va tous mourir. Ok, nous, c'est pas notre philosophie. On veut que ce combat qu'on mène à travers Rive Droite soit un truc joyeux, une démarche d'amélioration progressive qui permette à notre niveau de changer les choses. Encore une fois, il y a plein de marques qui s'engagent, plein d'associations. On est assez convaincus que c'est la société civile qui va contribuer à changer les choses et que c'est pas forcément les politiques qui vont donner le là de on le voit bien, pas de débat sur le sujet, mais voilà, moi pour ma part, c'était vraiment le au moment où tu as commencé à creuser dans le détail, tous ces chiffres-là m'ont assez troublée. Et pour toi, Yasmine? Alors, Sophie et moi, c'est un petit peu différent parce qu'on a été élevés par des parents qui étaient dans la mode. D'ailleurs, on avait juré de ne jamais faire ça. Voilà. Bon, c'est fait. C'est loupé. C'est loupé. Et on a notamment été élevés par une maman qui est une dingue de vintage. Donc, on a toujours acheté vintage. Toujours. Même petite, on avait de très très belles pièces de jacquard, de pull irlandais qui pesaient lourd, qui étaient impossibles qui était chaud, qui ne s'abîmait pas. Sophia et moi, on est encore comme ça aujourd'hui. Donc là, c'est pas tellement le cas aujourd'hui, quoique. Mais hier, je portais, ça me tenait à cœur de porter pour l'événement Instagram une très vieille jupe de la première collection Issey Miyake de Please Split des années 60 et qui est encore sublime. Et voilà, donc on a été élevés comme ça. Maman est une dénicheuse de pièces, voilà. Et Sophia est encore comme ça, donc elle a ses indices dans Paris pour trouver une passion pour les premiers jeans. Pour les jeans, les premiers 501, donc elle a toujours des formes improbables. Et je pense qu'elle a une sorte d'archive nationale dans son placard. Donc voilà. Mais donc c'est plus pour la beauté du produit. Oui. C'était pas pour une. Enfin, il y avait plus l'envie complètement, mais il y a aussi à cette époque en tout cas. Oui, c'est vrai. T'as raison. Après, c'est vrai qu'on a quand même été élevés dans le. On le disait tout à l'heure, dans le respect de la matière et du beau. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au-delà de. Maintenant, évidemment, on est à fond dedans et la fast fashion nous écœure, mais même au-delà de ça, c'est pas de la bonne qualité. C'est pas des beaux produits. C'est pas des tissus qui sont doux et agréables. Un pull, on le lave 2 fois, il est importable. C'est pas des beaux produits, quoi. Je veux dire. Alors, effectivement, on peut avoir les moyens de s'habiller en haute couture tous les jours. Je pense pas que ce soit le cas de beaucoup de gens dans le monde. Donc, c'est vrai que le fait de mixer des belles pièces, comme dit Aurélie, neuves ou vintage, avec, on va pas se mentir, des petites pièces comme ça, voilà, il faut bien compléter son. Ouais, parce que la question du budget, elle est quand même au cœur des préoccupations de tout le monde. Enfin. Exactement. Je pense que ça a toujours été une préoccupation. Après, nous, on fait partie du mouvement de la Fashion Revolution. Et c'est vrai que l'écroulement du Rana Plaza, je pense au Bangladesh, a vraiment traumatisé tout le monde parce qu'on savait, sans le voir et sans trop vouloir le savoir, comment ça se passe en Inde, au Bangladesh, en Éthiopie, au Kenya, pour produire ces vêtements-là qui encombrent nos placards qu'on ne porte pas. Je rappelle que 60% des vêtements achetés ne sont pas portés, quand même. Et bien c'est un t-shirt à 2 €. C'est un t-shirt, c'est le prix de la sueur, du sang et des larmes de quelqu'un à un bout de la planète. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 15 façons de faire un produit. Donc, faut pas se mentir. Et c'est vrai que quand on l'a vu, on peut plus ne plus le voir. Enfin, une fois qu'on l'a vu, c'est fini, quoi. Donc, on se dit, on achète ça aussi. Ouais, ces images, elles ont quand même été très choquantes. Ouais. Donc, c'est sûr que ça a été beaucoup critiqué, justement, de les montrer en disant, au contraire, enfin, il faut des gens comme ça, hyper militants, qui montrent le revers l'envers du décor de la fabrication. On peut plus se dire que ça n'existe pas, parce que c'est pas vrai. Ouais, je suis bien d'accord avec vous. Et pour revenir aussi un petit peu sur les débuts de Rive Droite, comment vous vous êtes rencontrés? Donc toi, Yasmine, c'est ta sœur, Sophia, donc bon, voilà. Mais avec Aurélie, comment vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés à l'école, donc à l'ESCP, avenue de la République. Moi, j'arrivais à Paris pour finir mes études et faire cette école de commerce, et j'ai rencontré Yasmine de façon un peu stupide en cours d'anglais où moi j'avais beaucoup d'attentes sur les profs en me disant waouh, le CP on va avoir des oufs, et bon, la prof d'anglais avait un accent mais à couper au couteau, et donc je sais pas, elle a commencé à parler et j'ai pouffé de rire, mais c'était pas très sympa, je reconnais, et Yasmine était à côté de moi par hasard et elle a pouffé aussi, donc voilà. Donc ça a commencé comme ça. Ce mauvais accent en franco-anglais nous a rapprochés et on est devenus très amis. Ok. Et après, comment ça s'est passé alors pour vous dire on lance un projet ensemble? Quel a été le déclic?
C'est plutôt Yasmine qui a eu l'envie au départ de s'en aller de son ancienne vie. Oui, j'ai eu cette envie. Après, je suis peut-être un peu plus entrepreneur native, on va dire, qu'Aurélie. J'avais déjà monté une toute petite boîte pour financer mes études, donc j'ai d'upcycling d'ailleurs. Donc j'ai toujours eu enfin, je pensais ne plus l'avoir, mais en fait peut-être que c'était enfoui quelque caché part. Au fond. Ouais. Donc oui, j'ai eu l'envie de. En fait, Aurélie parlait des militants. Moi, je suis certainement la plus écolo des trois au départ, mais alors là maintenant, ça y est, elles sont picousées. Et j'ai toujours eu ce truc que je ne comprenais pas pourquoi d'un côté il y avait des militants, des gens comme Greenpeace qui ont fait ce boulot-là, qui fait qu'on est là aujourd'hui, cette prise de conscience mondiale, et de l'autre côté des gens qui sortaient des écoles qu'on a fait nous et qui apprenaient à faire du business, à faire de l'argent. Je me disais mais pourquoi est-ce qu'on peut pas allier éthique et business? Il n'y a pas de raison. Je veux dire, faut comprendre pourquoi ça marche pas. Enfin, c'est pas possible. Et dans mon précédent job, j'étais dans le groupe de transition RSE, donc c'est de la beauté, donc c'est différent, mais j'ai un peu vu les enjeux. C'est-à-dire que c'est très compliqué de transiter vers de la RSE quand on a une boîte conventionnelle. Donc en voulant monter ma boîte, je me suis dit de toute façon, il faut que ce soit ce qu'on appelle sustainable native. C'est compliqué, mais c'est plus facile que de faire le chemin inverse. Voilà, donc dès le début, on ne savait pas ce qu'on voulait faire, mais c'était désirable, green évidemment, rentable. Voilà, c'était un peu les mots mots-clés. Et les mots-clés. Donc moi, je me suis lancée en premier. J'étais enceinte de mon deuxième enfant. Et je me suis lancée en premier. J'en parlais à ma meilleure amie, forcément. Alors je pars, machin, truc. Et puis un jour, elle me dit mais peut-être que ça pourrait m'intéresser. Je me suis étonnée moi-même. J'avoue, je sais pas ce qui m'a pris ce jour-là. Non, moi très clairement, j'ai jamais eu l'âme d'une entrepreneuse, donc je me suis jamais projetée en me disant un jour je monterai ma boîte, c'est super. Pas du tout. Moi, j'ai toujours été salariée, bon. Sauf que la question du sens, moi, c'est mon trigger. C'est-à-dire que il y avait un truc, alors pas forcément juste après l'école où on commence, on est hyper excité, c'est super. Mais sur les dernières années, je me dis quand même. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Enfin, quel est le sens que je donne à mon métier et quel est l'impact que je peux avoir sur le monde dans lequel je vis? Donc c'est vraiment ça. Mais je me posais beaucoup de questions, mais j'avais aucune réponse. Et en fait, bon, il s'avère que mon job me fascinait pas plus que ça à la fin, en tout cas au moment où je suis partie. Et donc quand Yasmine commençait à en parler, sur le coup, je dis rien. Et puis en fait, je réfléchis et je me dis c'est quand même excitant. Et je sais pas pourquoi, honnêtement, alors que je me serais jamais vue me lancer. Et puis voilà. Et la petite anecdote qui est assez drôle, c'est que j'en ai parlé à mes parents. Et je me disais, mes parents qui étaient en mode, non, garde ton CDI, ma fille, c'est super. Enfin, qui ont plutôt dans cette envie de sécurité pour leurs enfants, quoi. Ma mère, quand j'en ai parlé, m'a dit, ouais, c'est super. Écoute, vas-y, lance-toi, essaye, puis tu verras bien. Et là, je me suis dit, ok, là, je crois qu'il faut y aller, quoi. Donc, là, voilà, c'est bon. C'est comme ça que ça s'est fait pour moi. Ok. Et alors, juste pour revenir un petit peu aussi sur le choix du Maroc, c'est parce que vous vivez là-bas, que vous avez choisi ce pays-là comme circuit court, ou comment le choix s'est fait sur ce pays, s'est dirigé vers ce pays? Alors, exactement. En fait, Sophia était la première à aller au Maroc. On a un petit peu de famille là-bas, donc c'est un pays qu'on connaissait bien, mais en vacances comme ça. Ouais. Il se trouve qu'elle a rencontré son mari là-bas, donc elle s'est. Voilà, donc elle raison de rester. C'est une bonne raison de rester après les vacances. Donc Sophia est gémologue de formation, même si elle a toujours, d'aussi longtemps que je me souvienne, dessiné des robes. Donc elle est gémologue de formation. C'est un peu compliqué d'être gémologue à Casa, c'est-à-dire que c'est plutôt vers Anvers que ça se passe. Donc bon. Donc elle était dans la mode, elle était styliste presse, donc d'où ce côté, je pense, très empirique du produit. C'est-à-dire, j'essaye sur le mannequin, je le pose, j'essaye autre chose. Voilà, je pense que sa démarche était comme ça. Il se trouve que par un hasard totalement incroyable, mon ancienne maison, donc L'Oréal, m'a envoyé au Maroc faire de l'intrapreneuriat, créer le L'Oréal Luxe, donc la division luxe du groupe, qui n'existait pas au Maroc. Donc je suis partie au Maroc en 2010. J'étais pas du tout partie pour ça. Je devais partir pour Hong Kong, donc rien à voir. Mais parfois dans ce genre de maison, on choisit pas toujours. Donc me voilà arrivée pour créer une structure dans ce pays. Et puis. Non mais ce qui est fou, c'est que ton mari est parti aussi.
Enfin, ce qui n'arrive jamais dans la vraie vie, que les deux soient mutés, soient envoyés dans le même Au même endroit. Ouais. Effectivement. Alors, quand on me dit, mais tu as suivi ton mari, parce que le monde est encore ainsi fait. Alors non, c'est pas vrai. J'ai lui qui m'a suivi. Lui qui m'a suivi. Mais il se trouve qu'il est avocat pour un grand cabinet français qui a trouvé le projet génial et qui a dit, mais super, on a besoin de développer l'Afrique, go. Et ça s'est fait en 3 semaines. C'est-à-dire qu'en 3 semaines, on était partis, quoi. Donc voilà, donc on a découvert ce pays qui est extrêmement attachant, qui est assez compliqué au départ, beaucoup plus que ça en a l'air quand on va passer un week-end à Marrakech, mais qui est vraiment attachant. On y a eu 1 ou 2 enfants, donc ça crée des liens aussi, forcément. Et puis quand le moment de démissionner est arrivé pour moi, on a un peu réfléchi pour répondre à la question précédente d'ailleurs, à laquelle on n'a pas répondu, j'y pense. Pourquoi la mode ? Vraiment par opportunité, en fait. C'est-à-dire que Sophia est une dingue de mode, Aurélie et moi un peu moins, pour être honnête. Et puis, c'est un pays de confection. Donc, pour faire de l'éco-conception, il faut des matières. Tout bêtement, on est dans un pays où il y a de la confection, des matières et des ouvriers qualifiés. Pourquoi aller ailleurs ? Et notre idée aussi était de tout faire dans un rayon le plus petit possible, un circuit le plus court possible. Aujourd'hui, de la pro à l'emballage final, tout est fait dans un rayon de 20 km². Et c'est vrai que le Maroc permet ça. Le Maroc est à 14 km de l'Europe. Le Maroc permet de livrer très vite. C'est-à-dire que quand un camion part en groupage, je précise, il n'y a jamais de camion qui part pour nous. Quand on met des colis dans un camion qui part de toute façon tous les samedis de Casa, il arrive dédouané dans notre entrepôt parisien le mercredi. Pour la confection, c'est du quasi jamais vu. Voilà, et qui nous permet, en plus, de livrer ce qu'on appelle en drop, c'est-à-dire en plusieurs fois, et de ne produire que ce qui est nécessaire, pas plus. On travaille en flux tendu. Okay. Voilà. Et le Maroc permet ça, parce que c'est aussi, on l'a dit, il n'y a pas de droit de douane, c'est très facile, c'est un marché ouvert. Et voilà, et ça nous permettait ça, tout simplement. Okay. Et surtout, on en parle beaucoup avec Aurélie, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, parce qu'aujourd'hui, on voit plein de marques qui commencent à prendre la parole sur la RSE, sur le durable, et à tort ou à raison. Il y a quelque chose qui nous tient à cœur pour nous, c'est qu'aujourd'hui, on maîtrise tout. On a l'œil sur tout, on est sur place. Faire du durable à distance, c'est un peu compliqué. Et puis c'était aussi ça l'enjeu de départ, c'est que au démarrage, comme c'est pas un milieu duquel on venait, on s'est dit, nous, on a un peu confiance en personne. On est une toute jeune marque, on n'a rien fait pour le moment, donc on va se faire évidemment avoir, ça c'est évident. Donc autant se mettre les meilleurs atouts dans notre panier. Et donc l'idée, c'était que, vu qu'elles étaient sur place, on s'est dit, nous, on veut tout vérifier. On ne croit à personne. C'est notre postulat de départ. On ne croit que ce qu'on voit. Donc voilà, donc quelle chance incroyable qu'elle soit là-bas et qu'on puisse vraiment vérifier. Enfin, on a fait venir des journalistes dans notre atelier à Casa il y a 1 mois. On leur a donné accès et montré, pour expliquer notre démarche et qu'on parle de cette belle histoire. Et donc elles étaient hyper étonnées, mais de façon très positive, de l'accès qu'on leur a donné. Elle me dit, mais vous nous montrez tout ? Bah oui, nous on n'a rien à cacher. On leur a montré nos fournisseurs, on leur a montré notre atelier, présenté l'équipe, les couturiers, etc. Et donc ça, c'est une chance incroyable. Non seulement parce qu'on a la garantie de cette transparence-là qui nous tenait à cœur fondamentalement, parce qu'on ne croit personne complètement, et surtout ça nous permet aussi une réactivité folle, c'est-à-dire que on a bien sûr un plan marketing avec nos lancements, nos collaborations, etc. Mais on a des opportunités qui peuvent arriver et tac, on réagit en 2 secondes, tout est là sur place, elles sont sur place, on a besoin d'un nouveau produit en exclu pour un pop-up Instagram, ok, on va faire. Ouais, ça c'est incroyablement génial de pouvoir faire ça. Non mais c'est vrai, c'est une chance folle, donc on serait complètement folle d'abdiquer. Donc il faut rester au Maroc. Et aussi pour savoir un peu comment vous répartissez les tâches, parce que j'ai regardé un peu vos parcours. Donc vous l'avez dit, vous avez travaillé dans la beauté, plus univers beauté. Toi Aurélie, tu as travaillé pour Yves Rocher et Clarins, grosso modo. Voilà, si je résume un peu. Et toi Yasmine, tu as travaillé surtout pour le groupe L'Oréal. Donc j'imagine que vous avez quand même développé des compétences particulières. Comment aujourd'hui vous répartissez un peu les tâches, le travail ? On s'est répartis en fonction de nos expériences passées.
passé. Sophia, il n'y avait pas de débat, c'est notre styliste, elle le fait parfaitement bien. Donc, elle ne fait pas que ça d'ailleurs. Elle est en charge de toute la gestion du sourcing des matières, de la production et tout le développement des nouveaux produits. Et moi, pour ma part, donc j'ai commencé chez le groupe Yves Rocher en CRM, donc gestion de la relation client. J'ai fait du brand content sur le digital, la gestion d'un site e-commerce. Et ensuite, je suis partie chez Clarins pour travailler dans le pôle parfum, pour les parfums Mugler et pour mettre en place toute la stratégie de fidélisation, à l'international. Donc moi, j'ai ce background CRM digital. Donc du coup, spontanément, moi, je gère la partie e-commerce, CRM, logistique aval et com au global, quoi. Ok. Et toi, Yasmine? Oui, alors effectivement, Aurélie est très ce qu'on appelle consumer oriented. Moi, je suis très product oriented, forcément, parce que L'Oréal, c'est le produit et la recherche. Et c'est vrai que n'étant pas du tout une scientifique au départ, j'ai été totalement passionnée d'être dans l'équipe développement de L'Oréal pour la marque Lancôme. Et c'est vrai que le processus de création d'un produit, du concept à la livraison finale dans le sac d'une femme, en l'occurrence, m'a toujours fascinée. Toutes ces étapes de travailler avec des gens différents, d'être un petit peu chef d'orchestre de tout ça, c'est quelque chose qui m'a longtemps portée. Ensuite, quand je suis partie au Maroc, j'ai découvert la partie business de la chose, pour le coup très terre à terre. Bonjour, on ouvre un client, on lui livre des produits, on lui fait du merchandising et on voit comment ça se passe. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance en 10 ans de voir absolument toute la vie d'un produit. Donc c'est une compétence que j'utilise pour Yves Droite, évidemment, parce que si Aurélie est obsédée par le client, moi je suis obsédée par le détail du produit, de comment ça marche, est-ce que ça va être solide, est-ce qu'on peut pas faire mieux, est-ce qu'on peut pas faire de nouvelles matières, donc on est dans la recherche, dans le what next. Là on a sécurité des matières, mais on est aussi dans les filières, on veut rétablir des filières, on veut aller plus loin, on veut faire notre fil, on travaille sur des nouvelles matières, et c'est quelque chose qui nous porte énormément, moi qui me fascine totalement. Après, je fais aussi ce qu'il faut faire dans une boîte, c'est-à-dire la finance, la logistique et le développement du manière générale, parce que c'est super important pour nous de se développer de façon rationnelle. Autant Sophia est jeune, autant Aurélie et moi allons avoir 40 ans dans quelques mois. On vit très bien. On est jeunes aussi, bien sûr. Sophia est jeune et nous aussi. Sophia est très jeune. Telle qui est trop jeune d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et il est important pour nous de développer la marque de façon raisonnée. Et c'est vrai que du coup, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, parce que notamment via les réseaux sociaux et Instagram, les choses viennent à nous, il y a un côté totalement excitant et magique et tout. Mais c'est vrai que c'est aussi notre boulot, mon boulot en priorité, mais avec les filles, de se dire, ok, comment on développe bien, on va faire les choses de façon un peu carrée, pas partir dans tous les sens, même si on a une énergie débordante, pour faire les choses bien et de façon raisonnée, et où on est dans 5 ans, où on sera dans 10 ans, voilà. Ok. Et comment on se forme en passant des cosmétiques à la mode? Est-ce qu'on se forme en faisant, en découvrant progressivement, le monde de la mode? Est-ce en s'entourant? Comment ça se passe concrètement, la transition d'un métier à un autre, d'une industrie à une autre? Je sais pas si c'est tant la transition d'un métier à un autre, c'est plus la transition d'être salarié à monter sa boîte, je trouve. Et donc, comment on se forme? On se forme pas, on fait, quoi. On fait, on refait, on défait, on refait. Ah, on a mal fait, on refait mieux. En fait, c'est vraiment ça. Donc, bien sûr, il y a des choses qu'on savait faire de par nos expériences précédentes, donc ok. Mais après, il y a plein de choses qu'on sait pas faire. On est obligé de regarder, on va sur des forums, on demande à des gens. C'est vraiment ça. Donc c'est plus le passage d'un truc où on fait pour nous, tout est bien cadré. J'ai besoin de ça, je vais appeler telle agence, nanana. Bon, il y a une phase de transition un peu compliquée, on va pas se mentir. Ouh, j'ai un bug, mais des questions bêtes. J'ai un bug dans mon back office. Je vais appeler mon développeur. Non, j'en ai pas. Je vais en trouver un, c'est pas grave. Des questions aussi basiques que ça, mais de toute façon il faut réparer, il faut fixer. Donc il faut trouver. Donc on trouve peut-être pas la meilleure personne le premier coup, puis après on s'améliore.
En fait, c'est vraiment ça. C'est une démarche d'amélioration constante et de prise de conseils et de cooptation. Ah ben là, je cherche quelqu'un pour faire ça. Est-ce que tu peux m'aider? Toi, qu'est-ce que tu as fait? On échange beaucoup avec plein de gens dans notre écosystème de marques dans différents univers d'ailleurs, et ça, c'est intéressant aussi. On fait partie d'un réseau qui s'appelle Band of Sisters, qui réunit des femmes créatrices de boîtes, des artistes et des designers. Ça, c'est une opportunité aussi de se dire, ah bah tiens, pour un exemple très concret de la semaine dernière, je cherche un nouvel expert comptable. Est-ce que tu en as un bon à me conseiller? Non, mais c'est vrai. Parce qu'on peut prendre l'annuaire et c'est quand même hyper important. Donc je pense que c'est plus ça, c'est le fait de se nourrir de l'environnement dans lequel on est et de gens très bienveillants qui sont autour de nous sur des questions peut-être parfois plus stratégiques. Je pense notamment à Nathalie Rosborski, la DGA de Nelly Rodi, avec qui on discute souvent sur des questions un peu de développement. Des fois on a des nœuds, on se dit là on est coincé, on n'arrive pas, et puis on fait un déj et puis hop, en 3 secondes c'est débloqué parce que c'est quelqu'un qui a une vision très claire de l'industrie et qui est extérieur, et donc du coup un regard extérieur est assez important dans ces cas-là. Ouais. Je sais pas si tu es d'accord, mais c'est très sororité aussi tout ça. Ça fait très on s'entraide entre en fait, femmes. C'est hyper important, je pense, parce qu'on se sent seul au démarrage quand même. Hein. On se sent seul alors que nous on est 3. Ceux qui montent leur boîte seuls, alors là j'ai un respect infini parce que ça, même en étant 3, on se sent seul. Et la sororité c'est très important pour nous. Et effectivement, ce réseau Band of Sisters l'est parce que en étant des féministes, surtout moi j'avoue, il y a quelque chose qui est incroyable, c'est que les femmes au naturel s'entraident. On le voit dans des ethnies un peu coupées du monde. On dit en anglais "it takes a village", c'est-à-dire que les femmes dans un village s'occupent de tous les enfants. On s'en fout à qui est cet enfant. On le prend, on le mouche, on le nourrit, et puis c'est comme ça, quoi. Et dans nos sociétés, on nous a monté les unes contre les autres en disant ah là là, les petites pestes à l'école, et puis après en entreprise. Alors en plus nous on a bossé dans des mondes de femmes, alors là c'est terrible, on dit oh là là, c'est des pestes. Et par rapport aux hommes aussi, hein, donc oui, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'en fait dans ce genre de réseau, et en tout cas le nôtre, Band of Sisters, il se trouve que nous avons tous des métiers différents, mais parfois il y a beaucoup de fondatrices de marques, donc on pourrait se sentir concurrentes les unes des autres, et c'est pas le cas du tout. On s'envoie du business les unes aux autres, on s'entraide. Quand il y en a une qui fait quelque chose, tout le monde le relaie. Quand il y en a une qui va pas bien, les autres la remontent. Et je pense que c'est vraiment ça la sororité, et c'est quelque chose qui normalement est extrêmement spontané et naturel. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que dans les sociétés, on a eu tendance à nous dire qu'entre femmes, on était hyper et puis là, en concurrence. C'est fondamental de trouver des relais et d'échanger, quoi. Ça fait des appels d'air. Il faut. La vraie vie d'un entrepreneur, c'est pas le truc shiny qu'on voit sur Insta toute la journée, hein, faut pas se mentir. Et on en est toutes conscientes, donc c'est vrai que des fois on se dit moi j'ai pas fait ça, gna gna gna. Ouais, mais ça va, détends-toi, moi regarde. Enfin, c'est con, mais c'est hyper important, et on le voit. Et l'impact des réseaux sociaux là-dessus, il est quand même très très fort. Donc c'est important de remettre un peu il y a des moments canons qu'on partage, il y a des moments durs, mais comme dans la vie de n'importe quelle boîte, sauf que quand c'est la nôtre, l'impact émotionnel est un peu plus important, quoi. C'est sûr. Et alors, vous l'avez rapidement évoqué, mais quelles sont un peu les ambitions, les projets de Rive Droite dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années? Alors, on a beaucoup de projets. On est un peu hyperactifs. On a beaucoup de projets. Le plus grand projet pour Rive Droite, c'est avoir le plus gros impact possible. C'est ce qui nous porte. Donc voilà. Donc pour ce faire, on a plusieurs voies d'amélioration, comme disait Aurélie tout à l'heure. Des projets. Alors pour nos youths, on a beaucoup de projets. Parce qu'aujourd'hui, on fait travailler des gens qui sont très expérimentés, mais on veut rétablir le compagnonnage du Moyen-Âge. On est en train de monter un réseau pour prendre des enfants qui sont en déshérence scolaire, qui ont arrêté l'école au Maroc, les former au métier de la couture et les mettre en compagnonnage avec nos youths, qui les forment, qui les aident à se lancer dans ce nouveau métier, et après nous les faire travailler. Donc c'est quelque chose qui est important pour nous. On travaille également à digitaliser les systèmes d'information avec nos youths,
en contournant ce problème de l'illettrisme. Donc c'est un projet dont on pourra parler plus tard, mais qui est vraiment super excitant, parce qu'on travaille sur faire grossir la boîte. Donc aujourd'hui, on connaît tout le monde par son prénom, mais bientôt ce sera plus le cas. Donc comment communiquer quand on peut pas s'écrire? C'est idiot, mais ça rejoint un projet plus global de structuration un peu des process dans une phase de croissance à un moment. Enfin, 3 ans pour une marque, c'est un moment un peu charnière où on a éprouvé plein de choses. Maintenant, il faut monter en puissance et se donner les moyens de le faire. Donc, c'est un peu ça l'enjeu des prochains mois. Voilà, on l'a dit, nouvelle matière parce que on a la chance et vraiment la mesure cette chance d'être dans un bouillonnement de créativité sur comment trouver des solutions. Enfin, donc nous on en a, d'autres en ont plein, il y a plein d'idées, c'est vraiment juste génial. Donc on s'inspire beaucoup de ça, et puis tout est ouvert quoi, parce qu'aujourd'hui on est dans une telle situation que honnêtement on peut essayer des choses et puis si ça marche pas on verra. Donc on est vraiment dans cette démarche totalement itérative de tester, d'apprendre. Et puis voilà, pour l'impact, ce qui est important pour nous c'est avoir le plus d'impact possible. On l'a dit, maintenant on va pas faire n'importe quoi avec Rive Droite qui est notre bébé, donc Rive Droite ne sera pas vendu dans tous les hypermarchés de France et de Navarre, ça c'est sûr jamais. Mais en revanche, on travaille pour d'autres. C'est-à-dire qu'on fait des collaborations, ça on adore, avec Rive Droite, mais on travaille aussi en marque blanche pour faire profiter à d'autres marques ou à des retailers, des gens qui souhaitent créer leurs produits ou faire des cadeaux. C'est idiot, mais dans le monde du business, c'est hyper important. Les cadeaux sociétés, les cadeaux clients. Et bien on leur permet de profiter de nos process, de faire leurs produits avec leur logo, tout ce qu'ils veulent y mettre, en respectant notre façon de faire. Donc en se disant de façon encore une fois très pragmatique, si cette trousse, ce dossier, ce sac doit être produit, autant qu'il soit à notre façon et qu'on fasse travailler le plus de gens possible de façon digne, comme on le fait nous. Ok. Parce que j'imagine que c'est pas évident non plus quand on est une marque qui grossit de continuer à respecter toutes ces valeurs, parce que c'est vrai qu'on veut pas pousser à la surconsommation vu que c'est dans une consommation raisonnée. Comment on gère ça, ce dilemme un peu entre d'un côté on grossit, d'un autre on ne transigera pas avec nos valeurs, qu'elles soient écologiques, humaines. En fait, c'est vrai que ça peut paraître assez difficile, mais comme ce sont nos valeurs personnelles qu'on a mis dans cette boîte, en vrai, c'est assez clair et c'est assez intuitif. Il y a un truc qu'on a beaucoup appris ces dernières années, qu'on ne faisait pas, en tout cas moi que je ne faisais pas du tout dans mon ancienne vie professionnelle, c'est de faire confiance à son intuition. Et ça, c'est un truc qu'on a appris à utiliser aujourd'hui parce qu'on s'est rendu compte que quand il y a des trucs qu'on sentait pas, on aurait mieux fait de pas les faire. Voilà. Bon, c'est pas grave, on apprend. Mais en fait, cette intuition, c'est vraiment le lien ou la petite lumière qui fait le lien entre nos valeurs personnelles profondes qui sont l'ADN de Rive Droite et qui est né avec ça. Et comment se décider sur différents projets. Donc, du coup, je vois pas de difficulté particulière à concilier ça parce que ça fait partie de nous. Et quand vraiment on se pose des questions, on se pose beaucoup de questions sur des sujets un peu importants forcément, on se pose et on le fait à l'ancienne. On prend une feuille de papier, oui, non, on regarde, toi t'en penses quoi, et on échange toutes les trois parce qu'on a un prisme un peu différent toutes les trois. Donc, et puis vraiment, si on s'en sort pas, on essaie d'en parler à l'extérieur, mais pas forcément des gens dans l'industrie d'ailleurs. Moi, je parle beaucoup de ça avec mon mari, par exemple, mais qui est pas compétent dans le truc là, mais qui a une vision un peu extérieure, donc c'est intéressant. Donc je vois pas de difficulté particulière. Non, pour donner un exemple, on a été contacté l'année dernière par les Galeries Lafayette qui lançaient leur opération Go for Good. Donc c'était un enjeu énorme pour eux parce que ils ont quand même rassemblé plus de 400 marques, y compris de très grands groupes. Ouais, pour rappeler, c'est une initiative sur la mode responsable. Ils ont fait un corner, notamment aux Galeries Lafayette, pour regrouper des marques qui respectent toutes ces valeurs-là. C'est ça, et qui devient maintenant un projet un peu pérenne, qui a une vraie volonté du groupe en ce sens. Voilà, et donc quand ils sont venus nous voir, donc nous évidemment, on était très contentes, nos jeunes marques, d'avoir été sélectionnées en plus pour faire une collaboration avec eux. Et maintenant, en discutant, on leur a dit... Alors là, moi j'ai pris un risque, j'ai dit aux filles, alors je vous préviens, je vais peut-être perdre les galeries. Qu'on soit clair, je leur ai dit bon voilà, nous on a monté la marque d'une certaine façon, c'est-à-dire que Aurélie et moi on vient de l'industrie, on connaît le système des grands magasins, on sait comment ça marche, les marges et tout. Rive Droite n'a pas été créée comme ça, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des marges délirantes pour vendre après en solde et en vente privée. On fait ni solde ni vente privée, jamais. Et le prix de vente aux boutiques
donc le prix de gros, ce qu'on appelle le prix de gros, est le même pour tout le monde. C'est-à-dire d'une petite boutique dans une petite ville, dans un petit pays où les Galeries Lafayette, on vendra au même prix. Il n'y a pas de remise, il n'y a pas de trucs spéciaux, il n'y a rien. On ne veut pas rentrer dans ce système-là. Parce que voilà, on n'a pas ces marges-là et c'est comme ça qu'on a fait la marque et on est hyper transparente sur tout. C'est-à-dire que notre bon de commande, on peut le donner à n'importe qui, tout le monde paye le même prix. Donc bon, au début, on les a sentis un peu se décomposer quand même. On leur a dit, mais honnêtement, nous évidemment que c'est en toute humilité, évidemment qu'on serait plus que ravis d'être Galeries Lafayette, mais on ne peut pas faire autrement parce que l'éco-conception, on ne peut pas faire autrement, c'est comme ça. Et ils ont eu l'intelligence de dire, bah ok. Sauf que la fille est partie en vacances entre-temps, donc elle nous a pas répondu pendant 15 jours parce qu'elle était en vacances et là on s'est dit oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait, on les a perdus, on est folle. Et comme disait Aurélie, voilà, on y va avec nos tripes quoi, en se disant bah si on les perd, mais tant pis, on fera autrement mais on va pas transiger, on ne transige pas jamais. Voilà, c'est comme ça. Et puis en fait, il y a un des points, c'est de dire si tu commences à transiger, tu mets le doigt dans un engrenage qui peut être fatidique après. Donc, du coup, à chaque fois sur ces grandes décisions-là, on essaie de se dire bon, ok, si on le fait là ponctuellement, ça peut impliquer quoi comme autre conséquence ailleurs. Et donc, si on rentre là-dedans, ça veut dire qu'après, on rentre dans les négos avec tout le monde, et puis on rentre dans les ventes privées, les soldes, et en fait, il y a plus d'âme et le modèle est mort, donc dans l'œuf. Donc, du coup, c'est ça. Mais bon, du coup, l'intuition est importante, je pense, parce que et la discussion, c'est une balance entre les deux, vraiment. Okay. C'est un truc. Et d'ailleurs, je pensais, pourquoi Rive Droite comme nom? Alors, parce qu'on s'est rencontrés Rive Droite. Donc, avec Yasmine, comme je le disais, on s'est rencontrés avenue de la République, dans le 11e. Et donc, on est devenues très copines. Et elle m'a emmenée dîner dans le resto de sa maman à l'époque, qui était dans le Marais, et où j'ai rencontré d'ailleurs Sophia à ce moment-là. Donc ça nous est marré et c'est aussi surtout un clin d'œil au Paris qu'on aime nous. Enfin, on évolue dans ce Paris-là, le Paris de la Rive Droite, qui est un peu cool avec ses vibes où il se passe plein de choses, tant d'un point de vue création que d'un point de vue food. Et ça, c'est un vrai critère de fond pour moi, en tout cas. Donc voilà, c'est un peu. Alors pour jouer un peu, on joue pas cette guéguerre à Rive Droite, Rive Gauche, mais ça fait un écho et notamment à l'international. C'est un mot qui plaît assez et qui évoque pas mal de choses. Qui marche bien. Ouais, qui marche bien. Sauf les Japonais qui n'arrivent pas à le prononcer. Le R et le V, c'est pas possible au Japon. Mais eux, ils voient Paris et voilà. Ça marche. Ouais, ça suffit. Et des produits assez simples. Et voilà. Donc, minimaliste et Paris, ça leur va très très bien. Mais voilà, c'était un petit clin d'œil. Et du coup, d'ailleurs, on a filé le clin d'œil un peu jusqu'au bout. Pour notre gamme de produits, on utilise chaque nom de produit porte le nom d'une rue de la Rive Droite. Ouais, donc Barbette, la pochette, Barbette qui est une rue dans le Marais, Elzévir, le grand sac week-end, qui est un grand sac, qui est une rue pareil dans le Marais. Enfin voilà. Donc quand on a un nouveau produit, on se dit comment on va l'appeler celui-là. Ah, c'est sympa. Ok. Ouais, c'est vrai, on j'avais pas remarqué. Mais on n'en parle pas trop et c'est dommage en vrai. Ouais. Il faudrait qu'on raconte plus cette histoire qui est assez rigolote. Il faut bien trouver des idées de nom. Oui. C'est vrai que c'est pas évident de trouver des idées de nom. Exactement. Et alors la dernière fameuse question, est-ce que vous avez des modèles dans la vie? Vous pouvez prendre le temps de la réflexion. Il n'y a pas de. Moi, je dirais que les grands noms de l'écologie, évidemment. Patrick Rabhi, Pierre Rabhi en premier lieu, avec son mouvement des colibris. Donc, évidemment. Après, non, ça c'est pour le côté écologie et business, bien sûr. Après, plus personnellement, on m'a posé cette question piège en passant les concours des écoles de commerce. Ah, je suis désolée. Du coup. Non. Au moment où j'étais à la porte du grand oral pour enfin quitter cette pièce, voilà. Et il m'a rattrapé, le jury m'a rattrapé en me disant, mademoiselle, qui est votre modèle? Je me retourne, je me dis, tout le monde va dire Napoléon, évidemment. Et là, je sais pas pourquoi, c'est sorti de mes tripes. Donc voilà, je vais vous partager avec vous. J'ai dit Madame de Maintenon. Et ils m'ont regardé, ils m'ont dit Madame de Maintenon. Je dis bah oui, l'épouse secrète de Louis XIV. Je suis une passionnée d'histoire. Ils me disent mais pourquoi? Je dis parce qu'elle est née sur la paille d'une prison. C'est vrai, son père était écrivain, ses parents étaient emprisonnés, donc elle est née en prison, concrètement. Et elle est morte à Versailles. En ayant monté l'école de Saint-Cyr, qui était une école pour les jeunes filles défavorisées. Et elle a conseillé les plus grands rois de France jusqu'au jour de sa mort. Et pour ça, elle a planté aucun couteau dans le dos à personne. En fait, elle a fait de mal à personne. Donc elle a réussi sans
sans faire du mal autour d'elles. Et c'est exactement ce que je souhaite pour nous en tout cas. Ok, c'est une belle histoire. Je l'apprends avec vous, dis donc, on en apprend tous les jours. Alors moi, j'ai pas de modèle historique ou de grands personnages, bien sûr, les non cités. Enfin, en tout cas, Pierre Rabhi, Cyril Dion, que je lis beaucoup parce que voilà, c'est assez fascinant. Moi, je me nourris plus des gens que je rencontre. Et c'est un truc, je pense, qui me frustrait beaucoup dans mon ancienne vie, où en gros, on m'imposait, enfin, pas moi personnellement, mais le système faisait qu'on nous imposait de bosser avec telle agence, telle personne, parce que c'était le copain du DG, bon, ok, ou que le fils de machin. Bon, alors s'il était bon, moi ça me posait pas de soucis, mais c'était pas toujours le cas. Et donc là, ce que je trouve extraordinaire, c'est que, et notamment grâce aux réseaux sociaux aussi, c'est que dans nos boulots aujourd'hui, on peut rencontrer des gens incroyables, mais dans tous les domaines. Et donc du coup, ça me nourrit énormément parce qu'on peut boire un café avec une nana qui a monté une marque de fringues ou un photographe où on a échangé sur Instagram et on se rencontre dans la vraie vie et on se dit tiens, on pourrait bosser ensemble. Et en fait, ces opportunités qui sont créées aujourd'hui dans cet écosystème dans lequel on est, je trouve ça assez fascinant. Et alors, ce sont pas forcément tous des modèles, mais en tout cas, c'est un truc que j'adore dans ma vie d'aujourd'hui, entre autres. Je trouve ça super de se dire que à Paris, tu peux rencontrer plein de gens et tu peux créer des opportunités. Et via d'ailleurs notre réseau aussi, on a engendré des collabs avec des nanas que j'ai rencontrées en buvant un verre à une conf sur la situation des femmes en France aujourd'hui. Enfin, voilà, moi je trouve ça fou et j'adore ça. Ok. Et merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi, Chloé. Merci à Yasmine et Aurélie d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram @nouveaumodèle.podcast ou abonnez-vous à notre newsletter sur le site internet nouveaumodellepodcast.com. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.